Au même titre que la Tour Eiffel, le métro de Paris est un véritable monument. Âgé de plus d'un siècle, il est le cœur battant de la ville. Avec 220 km de voies, 302 stations, 14 lignes, il est essentiel à la vie de la capitale et transporte plus de 5 millions de voyageurs par jour. 2 milliards de personnes chaque année. Modernisé sans cesse et toujours à la pointe de la technologie, il garde néanmoins l'aspect de ses premiers jours. Cette singularité, il la doit aux Parisiens, attachés au métro tel qu'il a été créé en 1900. Imaginé par des ingénieurs visionnaires tels Fulgence Bienvenu, le père du métro, et réalisé à une époque de tous les possibles, la mégastructure marque la capitale avec ses viaducs imposants qui traversent la Seine. Comment ont-ils réussi de tels exploits ? Une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz, avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. De tout temps, le réseau a profité des technologies les plus innovantes. Des premières galeries boisées aux caissons immergés dans la Seine, en passant par la congélation du sol, les travaux commencés à la fin du 19e siècle ont éventré Paris et multiplié les performances. Quant aux 400 rames du métro, elles ne ressemblent plus du tout aux wagons en bois d'origine. De plus en plus rapides, de plus en plus sécurisés, de plus en plus automatisés et de plus en plus connectés. Le réseau réussit le pari de la technologie et fait entrer ses lignes historiques dans la modernité. La ligne 1, c'est la ligne qui a le plus de voyageurs, puisqu'elle peut avoir jusqu'à 750 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, le réseau continue de s'agrandir, mais les techniques ont bien changé. Le métro de Paris utilise les méthodes les plus innovantes afin de poursuivre sa croissance, avec notamment des tunneliers géants capables de creuser à plus de 30 mètres de profondeur. D'ici quelques années, on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin, avec des systèmes entièrement automatiques. Des extensions de lignes qui sortiront le métro des limites de la capitale et se connecteront avec le nouveau réseau de 200 km du Grand Paris Express. Comment le métro va-t-il aborder l'avenir et les nouveaux enjeux urbains ? Après plus d'un siècle d'existence, le réseau prend pied dans le 21e siècle. Découvrez le métro de Paris comme vous ne l'avez encore jamais vu. Nous sommes à Saint-Ouen, sur le chantier de l'extension de la ligne 14. Un chantier titanesque de près d'1,5 milliard d'euros, situé au cœur de la ville. Ici, on utilise des techniques révolutionnaires afin de le rendre quasi invisible pour la population. Le projet est de rajouter 6 km et 4 stations à la ligne existante, ce qui permettra de relier les stations Gare Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen. À 25 mètres sous la surface du sol, le tunnelier Solène est à l'œuvre. Il a parcouru 400 mètres depuis son lancement. Son but, créer un nouveau tronçon vers la station Mairie de Saint-Ouen. Donc nous sommes ici dans le puits d'émarrage du tunnelier qui va creuser le tunnel de prolongement de la ligne 14 à près de 30 mètres de profondeur. Les métros modernes sont classiquement creusés avec des tunneliers, ce qui implique des profondeurs supérieures à ce qu'on pouvait faire au début du XXe siècle où on creusait sous les boulevards. L'avantage, c'est effectivement que les nuisances vont être beaucoup plus faibles pour les riverains, les impacts en surface des travaux sont beaucoup plus faibles. Grâce aux tunneliers modernes, comme celui de Saint-Ouen, mis au point par une entreprise française, les travaux vont plus vite. Les hommes ont laissé la place aux machines. Un tunnelier, c'est une machine qui va creuser un tunnel, mais pas seulement creuser le terrain, qui va aussi l'évacuer de manière mécanisée. Et derrière, on va poser la paroi du tunnel final. Donc c'est une grosse usine qui avance sous terre, un peu comme un ver de terre. Le tunnelier, 100 mètres de long et 9 mètres de large, est capable d'exercer 7000 tonnes de poussée contre la paroi qu'il dévore. Entièrement automatisé, Solène peut creuser et construire le tunnel en même temps. À l'avant de la machine, la tête du tunnelier, munie de ses nombreuses dents, agit exactement dans la roche comme le ferait la mèche d'une perceuse. La tête de coupe ronge le terrain dont les gravats sont ensuite acheminés vers l'extérieur à l'aide d'une vis d'Archimède, gigantesque vis sans fin. Les débris, gorgés d'eau, sont convoyés sur un tapis roulant jusqu'à l'extérieur du site.
Stockés dans un réservoir, ils sont ensuite évacués par camion. En même temps que les terres sont évacuées, les voussoirs qui vont former les parois du tunnel sont descendus au fond du puits de démarrage. Ils alimentent en continu le travail du tunnelier. Dès qu'on a suffisamment creusé, on vient poser une tranche de tunnel. Une tranche de tunnel, c'est des pierres, un peu comme l'arche d'une cathédrale. Donc on vient former le tunnel. Dès qu'on a formé cette tranche de tunnel, on recommence à creuser. Au rythme de l'avancée du tunnelier, un bras mécanique pose les voussoirs un à un dans un ordre très précis. Assemblés entre eux, ils formeront la structure du tunnel. Les Romains utilisaient déjà des voussoirs en pierre pour construire leurs arches. Comme un gigantesque puzzle, ces pièces en béton préfabriquées de 6,5 tonnes s'emboîtent parfaitement les unes aux autres jusqu'à former des parois étanches. Sur cette extension de la ligne 14, il en faut 7 pour constituer un anneau de tunnel. C'est dans cette zone-là que la machine avance, donc que la partie qui est à ma gauche de la machine, là, avec la tête de coupe, va prendre appui sur le tunnel qui a été posé. Par le biais de ces vérins, ils vont s'étendre suffisamment pour pouvoir venir poser un nouvel anneau de voussoir. Pas besoin de moyens de propulsion pour faire avancer le tunnelier. Grâce à ces vérins hydrauliques, la machine prend appui sur les voussoirs qu'elle installe et exerce une pression dessus pour se mouvoir vers l'avant. Le tunnelier de Saint-Ouen avance de 200 mètres par mois vers son but final, situé à plus de 5 km de là. Une vitesse qu'il faut adapter selon de nombreux paramètres, dont la nature du terrain et le diamètre de coupe. Comme une perceuse qu'on ne voudrait pas trop solliciter, par crainte de la voir se bloquer. C'est une mèche, si vous commencez à creuser sans venir lubrifier la mèche quand vous creusez dans du métal, vous risquez d'abîmer votre mèche directement, ou de la bloquer, ça serait le pire. Dans du béton, on voit ça, c'est-à-dire que vous bloquez votre forêt, à ce moment-là, on est un peu... la machine, c'est pareil. Elle peut être arrêtée à cause de... si on va trop vite. Il est loin le temps des omnibus qui sillonnaient la capitale et de l'exposition universelle qui a vu naître le métro de Paris. Aujourd'hui, c'est 220 km de voies, 14 lignes de métro, 303 stations et plus de 400 rames qui y circulent 7 jours sur 7. C'est aussi une incroyable saga qui remonte à près d'un siècle et demi. À la fin du 19e siècle, le transport à Paris est dans une situation catastrophique. Il y a 2 compagnies, la Compagnie Générale des Omnibus et la Compagnie des Hirondelles. Les Hirondelles, ce sont des petits bateaux à vapeur sur la Seine qui transportent environ 40 millions de personnes par an. Et la Compagnie Générale des Omnibus, tirée par des chevaux, il y a 200 000 chevaux dans Paris, et qui fait environ 260 millions de transports par an. 260 millions de personnes, ce n'est pas assez. Il en faudrait beaucoup plus, car très vite, Paris absorbe ses faubourgs. Depuis 1860, la capitale compte plus d'1,5 million d'habitants. Paris est totalement engorgé. Il lui faut un métropolitain. Londres a déjà le sien, un chemin de fer à vapeur souterrain. La compétition est lancée. Il y a eu les projets les plus fantaisistes, dès 1824, et puis il y a eu tous ces projets de chemin de fer à vapeur, sur le sol, sous le sol, dans les immeubles, sur les immeubles. Et tout ça a été proposé à la ville de Paris, à l'État, au Parlement. Et aucune décision ne se prenait parce qu'on ne maîtrisait pas vraiment l'idée qu'on avait de ce que serait un métro à Paris. Les projets de chemin de fer à vapeur sont écartés à cause des rejets de fumée. L'inventivité des propositions des visionnaires et autres doudingues qui se sont penchés sur les transports parisiens est sans limite. Voies aériennes accrochées à des ballons géants, ponts suspendus entre 2 tours Eiffel, métro aérien enjambant la ville. Tout semble possible. La lecture de Jules Verne semble avoir inspiré de nombreux projets, comme celui d'un certain monsieur Olivier qui, en 1878, propose un métro aérien enjambant les immeubles afin de faciliter les croisements. Cela va durer 40 ans sans aboutir. Les Parisiens vont devoir prendre leur mal en patience. En réalité, il y a un conflit entre l'État qui veut que le métro soit un prolongement du réseau national et que le réseau national traverse Paris, et le département de la Seine qui veut un métro plus local, en tous les cas plus recentré sur la ville.
Dès l'origine, le cahier des charges de la construction du métro de Paris précise que celui-ci sera souterrain dans sa plus grande partie, même s'il devra également franchir la Seine par des ponts métalliques. Quant aux rames, elles seront à traction électrique et ne devront pas dépasser un gabarit de 2,40 m, ce qui interdit toute circulation des trains normaux. La ville de Paris ne voulait pas créer un réseau de chemin de fer dans Paris qui permettrait de relier les grandes stations de train entre elles, ayant peur que la population prenne ces trains et quitte la ville de Paris et qu'il n'y ait plus de population dans Paris. Cette idée, à peu près, extravagante aujourd'hui, était dominante à l'époque et donc elle empêchait qu'on réalise un métropolitain dans Paris. Mais en même temps, elle mesurait que c'était nécessaire. En 1896, l'État lâche et effectivement, la ville de Paris va pouvoir se doter d'un métro local. Plusieurs échéances importantes, comme l'exposition universelle de 1900, vont finalement mettre tout le monde d'accord. À Paris, on teste un moyen de transport original, appelé la rue de l'Avenir. C'est en fait un trottoir roulant de plus de 3 km de long qui longe la Seine et fait une boucle entre le Champ de Mars et l'esplanade des Invalides. Les Parisiens en sont fous. Par ailleurs, un projet de métro innovant voit le jour. Il s'appuie sur une invention qui est en train de changer la société. En 1880, une révolution a lieu, c'est la révolution de l'électricité. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut maîtriser des productions de transport par l'électricité. Et Jean-Baptiste Berlier invente un système remarquable. Il invente l'idée des tramways tubulaires souterrains électriques. Et il écrit un petit pamphlet, et il est tellement sûr que c'est la bonne solution qu'il écrit dans son pamphlet « De toute façon, même si je mourais, je suis sûr que c'est ça qu'on va réaliser ». Les tramways existent depuis les années 1860. D'abord des tramways à chevaux, ensuite à vapeur, et enfin électriques. Visionnaire, Berlier imagine un tramway sous le sol, avec un rail central qui fournirait l'électricité nécessaire. Enfin, en 1896, un ingénieur de la ville de Paris, Fulgence Bienvenu, est chargé du projet. On le présente comme le père du métro. Une station porte même son nom, Montparnasse Bienvenu. Il avait en particulier œuvré sur à la fois les réseaux d'égouts et sur les réseaux d'approvisionnement en eau de la ville. Et il y a une certaine analogie, je dirais, entre un tunnel de métro et un tunnel d'égout, ce qui a fait que le personnage, en tous les cas, semblait tout à fait adapté à ce grand projet. Fulgence Bienvenu est le champion du souterrain. Mais le métro de Paris, ce sont aussi quelques constructions spectaculaires, incroyables prouesses technologiques pour l'époque et véritables chefs-d'œuvre artistiques. Plusieurs fois, le métro traverse la Seine. On a des viaducs remarquables comme le viaduc de Passy. Mais une des prouesses technologiques aussi, c'est le viaduc d'Austerlitz, avec cette portée exceptionnelle de 140 mètres en une seule fois. La construction du viaduc d'Austerlitz a été décidée en 1903 pour relier les deux rives de la ligne 5 entre les stations Gare d'Austerlitz et l'actuel quai de la Râpée. Afin de ne pas gêner le trafic fluvial, le service de la navigation demanda qu'il ne comporte aucun appui au milieu du fleuve. Situé à 11,30 m au-dessus du niveau de la Seine, le viaduc d'Austerlitz est réalisé en acier. Il est constitué de 2 grands arcs paraboliques avec 3 articulations, une au sommet et 2 autres proches des rives. Le tablier, large de 8,50 m, est suspendu aux arcs par 16 montants en son centre et porté par 4 montants aux extrémités. Pour contrarier la force du vent, les montants de suspension ont été reliés par des structures en croix. Pour rigidifier l'ensemble, les arcs ont été eux-mêmes reliés entre eux. Le projet retenu prévoyait donc un viaduc d'une seule portée de 140 mètres, battant au passage les 107,50 m de celle du pont Alexandre III, jusque-là la plus longue de Paris. Sur les rives, les arcs du viaduc s'appuient sur des massifs en maçonnerie de 22 mètres de long et 18 mètres de large.
Chacun de ces blocs est surmonté de 2 pylônes de 15 mètres de haut qui encadrent le tablier du pont. Un ouvrage hors norme pour l'époque. En juillet 1906, les travaux sont enfin terminés. La ligne 5, qui relie la gare de l'Est à la gare d'Austerlitz, est mise en service. Elle est une des 6 lignes faisant partie du projet initial. Mais déjà, une deuxième tranche de travaux est prévue. Pour les concepteurs, le métro doit être destiné à tous. Aucun habitant ne doit être à plus de 400 mètres d'une station. C'est pour cela que la première ligne construite comportera 18 stations, pour seulement 11 km de long. C'est une ligne transversale est-ouest qui part de la porte de Vincennes pour rejoindre la porte Maillot. Elle longe la Seine sur presque la moitié de sa longueur. Les travaux de la ligne 1 commencent en février 1899. On va mettre en œuvre plusieurs techniques de construction du métro. Globalement, aujourd'hui, on estime à 3 types de construction. On a une construction qui est plutôt du domaine de la mine, qui est la galerie boisée, où on va créer des galeries et les étayer avec du bois. Cette technique est utilisée par tous les entrepreneurs pour la construction de tunnels ferroviaires notamment. Comme dans les mines, le creusement se fait à la main, à la pioche et à la pelle. Un travail harassant, réalisé dans des conditions extrêmes. Tous les déblais sont sortis des galeries à l'aide de wagonnets, puis remontent en surface. Certains sont utilisés pour reboucher des carrières parisiennes. Quant aux galeries, elles sont étayées à l'aide d'énormes poutres qui servent également à créer la forme du futur tunnel. Enfin, toujours à la main, on réalise la voûte à l'aide de blocs de pierre maçonnés. Un travail digne de la construction des pyramides. On a une deuxième technique, qui est une technique qui sera employée plus tard, qui sera plutôt une technique de bouclier, qui est peut-être aujourd'hui l'ancêtre du tonnelier, et qui consiste effectivement à creuser en poussant ce bouclier métallique et en construisant la voûte au fur et à mesure de l'avancement. Le bouclier sera peu utilisé sur la ligne 1 car il est très lent, difficile à mettre en place et s'arrête dès qu'il rencontre une roche trop dure. À l'époque, il faut même creuser à la main pour le faire avancer dans des terrains parfois gorgés d'eau. Ce sont les voussoirs, posés un à un, qui créent l'anneau du tunnel. Ils sont alors en fonte et sont positionnés grâce à un système manuel. Ensuite, bétonnés, ils donnent sa forme définitive au tunnel. Le bouclier est vraiment l'ancêtre du tunnelier moderne, mais cette technique mettra des décennies pour être réellement au point. Il faudra attendre un siècle pour qu'un tunnelier soit de nouveau utilisé à Paris. Aujourd'hui, on imagine mal la rue de Rivoli très fréquentée, dans cet état. Et pourtant, c'est l'enfer que les Parisiens vont vivre durant 18 mois. On a une dernière technique qui consiste à ouvrir la chaussée et à fermer la boîte de la station avec un tablier métallique. C'est des techniques qui sont très gênantes, il n'y a plus de circulation, et c'est des travaux qui concernent pratiquement un tiers de la ligne 1. Cette technique sera utilisée près de la Seine. On creuse le moins profond possible pour éviter les infiltrations. Du coup, le sommet de certaines stations n'est parfois qu'à 60 cm des roues des voitures. Une fois les projets d'infrastructure effectivement livrés, il fallait décorer, habiller les stations. Il fallait aussi l'arrivée du carreau biseauté blanc. On fait appel à Hector Guimard pour les fameuses entrées de stations de métro. Et le tout est livré à la compagnie de chemin de fer métropolitain de Paris qui va en assurer l'exploitation. Pour l'électrification du réseau, on fait appel aux technologies les plus en pointe. 2 usines à charbon sont construites afin de fournir l'énergie nécessaire à ce nouveau moyen de transport. Des investissements colossaux qui associent déjà public et privé. C'est la CMP qui appartient au baron Empain, un des géants de la finance du 19e siècle, qui se lance dans ce formidable pari. Le coût des investissements est le suivant. L'infrastructure faite par la ville de Paris vaut 600 millions d'euros d'aujourd'hui. Et la superstructure faite par le baron Empain représente un peu plus d'1 milliard, parce qu'il y a le coût des usines, les rames et la décoration de toutes les stations de métro et l'équipement des chemins de fer. Les travaux de la ligne 1, c'est une chose qu'on ne saurait peut-être plus faire aujourd'hui. Ils ont été réalisés en moins de 18 mois. Il y avait un impératif qui était de répondre à l'Expo universelle de 1900.
Ceci dit, le métro est arrivé un petit peu en retard. Il est arrivé 3 mois en retard. Il est ouvert le 19 juillet 1900, alors que l'Expo universelle a commencé en avril 1900. Alors que l'inauguration se fait presque en catimini, en cet été 1900, ceux qui ont pris le pari fou de ces tunnels qui sillonnent la capitale ont une nouvelle crainte. Les Parisiens voudront-ils descendre dans ces souterrains ? En réalité, c'est tout de suite un véritable succès. Et dès la fin de l'année 1900, on avait presque atteint 17 millions de voyageurs. Une performance inimaginable. Car chaque rame n'est constituée que de 3 voitures en bois qui circulent à 21 km/h maximum. On est loin des performances du métro actuel, avec ses 400 rames de 90 mètres de long, de plus en plus automatisées et qui transportent chaque année 1,4 milliard de passagers, plus de 4 millions de voyageurs chaque jour. Donc là, on est à bord de la rame Westinghouse, donc la première rame, la rame de l'inauguration de 1900. On a ce privilège d'être dans la rame première classe, avec ses sièges cuir, ses bois précieux, des bois exotiques précieux, et puis quelques petites particularités comme ce qui se trouve au-dessus de nos têtes, qui pourraient laisser penser à des porte-bagages, mais en réalité qui sont des porte-chapeaux, parce que les hommes de l'époque portaient effectivement le chapeau et avaient à leur disposition ces dispositifs qui leur permettaient de déposer leur coiffe pendant le voyage. Près de 120 ans plus tard, les choses ont bien changé. À commencer par la ligne 1, la ligne historique, qui a connu toutes les évolutions du métro parisien. De plus en plus connecté, de plus en plus confortable, de plus en plus automatisé et de plus en plus sécurisé. Comment témoigne ce début d'incendie des années 30 qui déclenche un long processus d'alerte dans les méandres de différents services de la RATP. École militaire, courant coupé, section, la note Piquet, Madeleine, pour dégagement de fumée à 434,1. Un délai de réaction pas très rassurant pour les voyageurs. Pour répondre aux besoins croissants de sécurité, la RATP s'est dotée de postes de commandement centralisés. Une révolution rendue nécessaire par le développement croissant de cette mégastructure. En 1967, la ligne 1 est une des premières à être équipée d'un PCC. 50 ans plus tard, c'est le poste de commandement le plus moderne du métro parisien. Avec près de 275 millions de personnes transportées par année, le rôle du PCC de la ligne 1 est primordial afin de répondre à tous les cas de figure. Le PCC, c'est le centre de la sécurité ferroviaire de la ligne. C'est-à-dire que dès qu'il y a une situation anormale que le système détecte, ça peut être un problème de porte, par exemple, avec un voyageur qui retient les portes. Ça peut être une situation que le système détecte comme anormale. Il y a une alarme qui remonte ici, qui est traitée par les superviseurs qui sont derrière moi et qui prennent en compte cette alarme et qui agissent en conséquence en fonction de la situation. La station ferme ses portes. Merci de vous diriger vers la sortie. En 2011, pour mieux répondre à la demande croissante, la ligne classique avec conducteur est passée à une ligne complètement automatique. Les travaux se sont faits de nuit, sans interruption majeure de trafic. C'était une première mondiale. Les grands avantages de l'automatisation, c'est tout d'abord la sécurité, puisqu'on a un système qui empêche toute intrusion de voyageurs sur les voies, notamment. Le deuxième avantage de l'automatisation, c'est une grande souplesse d'exploitation, puisqu'on peut injecter des trains et ainsi augmenter l'offre de transport en fonction du besoin. Le troisième avantage de l'automatisation, c'est passer d'un intervalle de 105 secondes à un intervalle de 85 secondes. C'est-à-dire que sur une plage horaire définie, on peut injecter plus de trains et donc offrir un confort de voyage supérieur à nos voyageurs et un nombre de voyageurs transportés supérieur. Le métro parisien est parfois mis à rude épreuve, comme lors des très grandes manifestations populaires qui agitent la capitale. Mais désormais, la RATP est capable d'adapter rapidement ses moyens à la demande, à n'importe quel moment, même un dimanche.
À la place d'une vingtaine de trains, on a mis en piste plus de 40 trains, en fait, ce qui nous a permis d'avoir un intervalle comme à l'heure de pointe, un dimanche après-midi. L'évolution du métro de Paris est depuis sa création une véritable course d'obstacles. La construction de certains de ces tronçons est un mélange d'ingéniosité, d'abnégation et de folie pure. C'est le cas avec la station Opéra. Nous sommes en 1904. Un entrepreneur se lance dans de véritables travaux d'Hercule. Ici, il va réussir l'exploit d'enterrer un gigantesque bloc de béton dans lequel vont se croiser 3 lignes de métro, les unes au-dessus des autres. Du jamais vu. Jusqu'à présent, Léon Chagnot n'a creusé que quelques tunnels sur les lignes 2 et 3. Sa notoriété, il la doit à cette grande première. Il va y tester des techniques de pointe et devenir ainsi un des plus grands constructeurs du métro parisien. Grâce à cette réussite, il va se voir confier une mission encore plus incroyable. La première traversée sous la Seine entre les stations Châtelet et Cité. Ces 2 stations font partie de la ligne 4. Longue d'environ 11 km, elle part de la porte de Clignancourt et va jusqu'à la porte d'Orléans. Première ligne à traverser Paris dans un axe nord-sud, elle est aussi la première qui doit traverser la Seine. On ne devait pas passer sur la ligne de la Cité. On devait finalement rejoindre Châtelet-Saint-Michel en passant finalement à la pointe amont de l'île de la Cité, mais pour des raisons très simples, c'est que finalement ce métro devait passer juste sous l'Académie française qui se trouve là. Et les académiciens n'étaient pas d'accord. Pour leur calme, ils ont décidé de faire une pétition qui a été suivie par un certain nombre, à l'époque, de savants et autres. Et c'est là qu'on a décidé de dire non, on va passer par l'île de la Cité et on va faire une station île de la Cité. Chagnot construit tout d'abord le tronçon qui mène à la Seine. Il va de la station Châtelet jusqu'aux Berges. Il doit maintenant traverser le grand bras de la Seine jusqu'à la station Cité. Et ensuite, le petit bras de la Seine jusqu'à la station Saint-Michel. La solution de caisson enterré dans le lit du fleuve est retenue. Les travaux commencent en 1905 et promettent d'être spectaculaires. Il y aura 3 grands caissons pour le grand bras de la Seine, couvrant une distance de 122 mètres, et 2 pour le petit bras de la Seine, pour une distance de 41 mètres. Les 5 caissons qui vont être immergés dans le fleuve sont assemblés sur les quais des Tuileries. Les ingénieurs vont y multiplier les innovations. Chaque caisson est ainsi composé d'une base en fonte abritant les 2 futures voies. L'ensemble est ceinturé d'une double paroi métallique. De plus, le caisson repose sur une base en forme de lame de couteau de 1,80 m de hauteur. Entre ces 2 parois se trouve un espace libre. C'est la chambre de travail dans laquelle les ouvriers vont s'installer. Le caisson qui flotte sur la Seine est alors tracté jusqu'à son futur lieu d'échouage. Après avoir atteint son positionnement idéal, du béton est injecté dans la double paroi métallique, créant ainsi un sarcophage étanche. Comme promis par le constructeur, le chantier, malgré sa taille, réussit l'exploit de laisser passer les hirondelles et leurs voyageurs sur la Seine. Sous le poids du béton, le caisson coule doucement. Une fois la mise en place effectuée, l'eau à l'intérieur de la chambre de travail est pompée. Quant au caisson principal, il est lesté pour le maintenir en place au fond du fleuve. Grâce aux cheminées, de l'air comprimé est alors envoyé dans la chambre de travail, augmentant son étanchéité à l'eau et permettant aux ouvriers d'y descendre afin de creuser sous la structure métallique, pour l'enfoncer dans le sol jusqu'au niveau souhaité. Travaillant dans des conditions extrêmes, ces ouvriers spécialisés, on les appelle les tubistes, doivent, comme des plongeurs sous-marins, suivre des paliers de décompression pour remonter des chambres de travail situées 15 mètres sous la surface. Des grèves, rares à l'époque, marqueront l'histoire de ce chantier hors norme. Léon Chagnot, d'habitude, ne négociait pas. Si les ouvriers ne voulaient pas travailler, il en cherchait d'autres. Mais là, ce n'était pas possible parce que c'était vraiment des spécialistes. Peu pouvaient travailler comme ça sous air comprimé. Donc, il va négocier avec eux. Parce que la première grève dure 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, Léon Chagnot leur accepte 2 choses, finalement. De meilleures conditions de travail, plus de sécurité et, bien sûr, des primes au rendement. Meilleure sécurité, comment?
En fait, il va adapter aussi quelque chose qui n'a jamais été fait à l'époque. Ça veut dire qu'il va adapter un téléphone. Un téléphone en direct entre la chambre de travail et le haut. S'il y a un problème, tout de suite, on puisse régler ce problème. Voilà. Grâce au travail de ces hommes capables de prendre tous les risques, tous les caissons d'une même section sont enfin descendus au bon niveau dans le lit de la Seine. Ils sont ensuite réunis ensemble pour former un seul tube. Les chambres de travail sont alors remplies de béton et la tranchée est comblée pour assurer le blocage de l'ensemble. Le tunnel est terminé. L'eau est alors pompée et les ouvriers peuvent enfin y accéder. Si cette partie, pourtant la plus périlleuse, se déroulera sans problème majeur, il n'en ira pas de même avec le tronçon sous l'île de la Cité. On n'est pas sous la Seine, on est dans la terre, mais dans des terres un peu argileuses, marneuses. Donc ils sont pareils dans la chambre de travail en dessous. Et il va y avoir un renard, ça veut dire qu'il va y avoir une fuite d'air comprimé. Et dès l'instant qu'il y a une fuite d'air comprimé, plusieurs ouvriers vont être éjectés de la chambre de travail et les autres auront juste le temps de pouvoir boucher le trou pour pas que tout soit aspiré à l'extérieur. Et finalement, le chantier va être arrêté plusieurs jours. On va essayer de retrouver les ouvriers dans ces terres argileuses. On ne les retrouvera jamais. La pression étant plus forte dans le caisson, comme les passagers d'un avion de ligne dont la porte s'ouvrirait brutalement en plein vol, ils ont été éjectés vers l'extérieur. Les stations Cité et Saint-Michel, situées sur la terre ferme, doivent également être enterrées. C'est encore la technique du fonçage qui va être utilisée. Une fois de plus, des ouvriers vont devoir descendre dans des chambres de travail pour grignoter par en dessous des terrains gorgés d'eau. Un travail colossal quand on voit les images de ces énormes coques d'acier qui vont petit à petit disparaître dans le sol. Mais le chantier n'est pas fini. Une nouvelle difficulté se dresse devant Léon Chagnot. Il faut passer sous la ligne de chemin de fer qui relie Austerlitz et Orsay sans que celle-ci ne s'affaisse. Comme on touche la Seine, les terres sont marneuses, argileuses, donc il fallait trouver une solution pour que ça tienne et qu'on puisse creuser tranquillement. Donc les solutions, c'était de boiser, mais c'était pas facile. Et donc il va décider de congeler le sol sur finalement les 80 mètres de ce passage très complexe. Cette technique de congélation permet de travailler à sec dans les poches d'eau et donc de creuser dans un sol plus stable. Pour cela, on construit 2 usines de réfrigération au bord de la Seine. De là partent des tuyaux dans lesquels circule de l'eau salée, refroidie à moins 24 degrés. La galerie à creuser passe sous la ligne de chemin de fer d'Orléans qui relie Austerlitz à Orsay. Pour que les travaux du tunnel du métro ne mettent pas en danger les voies, on va congeler le sol en y introduisant 24 tuyaux réfrigérés qui descendent à 14 mètres de profondeur. Le volume de terrain à congeler est considérable, plus de 2000 mètres cubes. Cette technique est si coûteuse et si compliquée à mettre au point que finalement, seuls 14 mètres seront traités. Au bout de 40 jours, le sol est suffisamment gelé. La congélation est si parfaite que les ouvriers qui travaillent à la pioche ont même du mal à creuser. Le travail est à la limite de ce que les hommes peuvent réaliser. De plus, le chantier ne peut se dérouler que la nuit, quand les trains ne circulent pas. En 1909, après 4 années d'un travail acharné, le chantier titanesque de la traversée de la Seine s'achève. Il a employé jusqu'à 700 ouvriers en même temps. L'inspecteur général Fulgence Bienvenu vient l'inspecter. Son rêve est devenu réalité. 2 ans plus tard, on installe les ascenseurs qui permettent de descendre jusqu'aux stations Cité et Saint-Michel, situées très en dessous du niveau de la Seine. À la veille de la Première Guerre mondiale, à peu près 40% du réseau est déjà construit, soit 90 des 220 km d'aujourd'hui. En 1939, ce sont 160 km qui sont en service. À cette époque, le métro transporte déjà près de 500 000 voyageurs. Dans les années qui suivent, 60 km de lignes viendront encore compléter le réseau. Dans les années 30, on est sur la 2e évolution du réseau métropolitain. On arrive effectivement à un moment où on va commencer à réfléchir au prolongement des lignes en banlieue. Et entre 1929 et 1935, on va réaliser 43 stations. Certaines d'entre elles permettent d'aller jusqu'aux limites de Paris. L'exposition coloniale de 1931 a lieu à Vincennes.
La station de la Porte Dorée, inaugurée pour l'occasion, y amènera des millions de visiteurs, avides de découvrir les beautés de l'empire colonial français. Tous les continents y sont représentés sous leurs plus beaux atours, dans une image magnifiée qui attire les foules. Avec plus de 30 millions d'entrées, cette manifestation est un succès. Le métro démontre une fois de plus sa capacité unique de transport de masse. Comme l'ont voulu ses concepteurs, il est devenu indispensable aux Parisiens. Après, on arrive effectivement à une période un peu plus tumultueuse, qui est la Seconde Guerre mondiale, où plus grand-chose va se passer. Le réseau métropolitain va même être réduit en termes d'exploitation, puisqu'il n'y aura plus qu'en gros 90 km du réseau qui seront exploités pendant la guerre. La reprise, l'après-guerre, va être un vrai engouement pour le métro, mais le métro est vieillissant et on va commencer à réfléchir effectivement à l'évolution de ces infrastructures. On oublie en fait les prolongements de lignes, on travaille sur le métro existant. Aujourd'hui, les 14 lignes existantes subissent usure du temps et incidents divers. Cette énorme structure est donc surveillée en permanence et tout est fait pour maintenir les lignes en fonctionnement. Certaines, construites au tout début du XXe siècle, sont totalement rénovées en respectant l'esprit de ce patrimoine unique. C'est le cas notamment des lignes aériennes dont les ouvrages métalliques ont répondu pendant des décennies aux attentes des ingénieurs qui les ont conçus. C'est pourquoi le métro, devenu indispensable aux Parisiens, ne dort jamais complètement. Chaque nuit, 2000 agents s'affairent pour entretenir les voies qui sillonnent les entrailles de la capitale. Les hommes de la RATP doivent faire vite. Il faut avoir quitté les lieux avant 5 heures du matin. Les agents d'aujourd'hui utilisent toujours une technique que leurs aînés ont mise au point. Pour réunir les rails à remplacer, ils les soudent ensemble grâce à une sorte de petite fonderie portative. Une technique déjà utilisée dans les années 30. Les centaines de rames de la RATP parcourent des dizaines de milliers de kilomètres chaque année. Un matériel qui nécessite un entretien colossal. Attention à la rentrée de la rame 46, voire 5. Ok Nico, voie dégagée, tu peux y aller. Chaque ligne dispose de son atelier de maintenance. Nous sommes à Bobigny. Toutes les rames de la ligne 5 viennent y subir entretien, tests et réparations au moins 5 fois par an. Ici, nous réalisons des activités préventives et correctives, des entretiens techniques, à l'instar de ce qu'on fait sur les voitures au changement des plaquettes. Là, c'est la même chose. On va changer aussi les organes de frein, toutes les pièces d'usure, mais aussi des activités plus lourdes, comme le tour en fosse, où on va reprofiler des roues. Comme pour les pneus des voitures qui s'usent et se déforment, les roues métalliques des rames de métro nécessitent un reprofilage tous les 200 000 km, soit 3 années d'exploitation. Une manière d'améliorer le confort des passagers et surtout de garantir une sécurité optimale en gagnant en adhérence. Ici, les voitures sont auscultées sous toutes les coutures. Un des grands atouts de cet atelier de pointe, c'est la possibilité de travailler sur les bogies, ces ensembles qui comprennent moteur, châssis et essieux et pèsent plus de 7 tonnes. D'énormes vérins hydrauliques séparent wagons et bogies. Une performance unique qui permet de les réparer ou de les changer. Il est loin le temps des ateliers manuels. Il y a 50 ans, les révisions prenaient un temps fou. La technologie a révolutionné les ateliers de maintenance de la RATP. Mais ici, aujourd'hui comme hier, rien n'est laissé au hasard. On réalise actuellement une opération de nettoyage sous caisse. Cette activité est réalisée tous les 60 000 km. Ça représente à peu près 9 mois de circulation. Une opération rendue nécessaire afin de faciliter le diagnostic des techniciens qui vérifient chaque pièce et surtout afin d'éviter les incendies, toujours possibles lorsque la graisse menace de s'enflammer à cause de la chaleur. Des incendies aux causes parfois inattendues, il y en a eu depuis l'inauguration du métro. Le plus tragique d'entre eux remonte aux premières années de son exploitation. Nous sommes le 10 août 1903. Un incendie se déclare à la station Couronne et provoque le décès de 84 personnes. En réalité, ce n'est pas la voiture qui contient les voyageurs qui s'enflamme. C'est un incident technique
et un court-circuit électrique qui arrive dans un train précédent qui est parti dans le tunnel et qui, par le dégagement de fumée, va provoquer la mort de 84 personnes dans la station Couronne. L'émotion est immense. Le jeune métro vient de faire ses premières victimes. Les exploitants vont en tirer de nombreuses leçons. On a fait évoluer le matériel. On est venu isoler dans une cage métallique, en quelque sorte, toute la logique de motorisation et toute la logique d'électrification. Et on a créé aussi cette logique de bogie moteur, ce qui permettait effectivement d'isoler toute la partie bois que vous voyez, la partie bois qui est plutôt l'espace voyageur, de l'isoler et de limiter tous les risques d'incendie. Cette évolution était une évolution provisoire puisqu'on est passé ensuite très rapidement à une évolution d'un nouveau type de matériel qui est un matériel en caisse totalement métallique et qui effectivement là pour le coup limitait tous les risques d'incendie. Le matériel d'aujourd'hui est donc le fruit d'une série d'évolutions qui remontent aux toutes premières voitures en bois. Mais la véritable révolution commence après la Deuxième Guerre mondiale. 1949, c'est la création de la RATP. On va commencer avec les ingénieurs de la RATP à réfléchir à ce que sera le futur métro de demain. Et travailler sur le métro de demain, c'est l'invention du métro à pneus. En 1951, le métro sur pneus va donner naissance à toute la génération des métros sur pneus à Paris, mais aussi dans le monde, puisque c'est la première réalisation. Le métro de Paris va peu évoluer dans les années suivantes. On est dans la période des 30 Glorieuses, celle du tout automobile. Il faut attendre les années 70 pour observer de nouveaux changements. Les voyageurs découvrent les premiers distributeurs automatiques de tickets et les premiers tourniquets auxquels il faudra s'habituer. En 1973, le dernier poinçonneur part à la retraite. La RATP crée la carte orange en 1975. Elle va changer la vie de milliers de franciliens. Plus que jamais, le métro et ses couloirs sont des lieux de vie que la population s'approprie. Côté infrastructure, les Parisiens voient plusieurs prolongements de lignes se réaliser, ainsi que la création d'un nouveau réseau de transport régional, constitué de 5 lignes et long de 587 km. Le RER. 20 ans après, on repart effectivement dans l'avancée technologique. On crée la première ligne automatique sur le réseau parisien, avec la création de la ligne 14, qui va aussi désaturer en particulier la ligne A du RER. Et ensuite, on va faire évoluer le réseau d'aujourd'hui avec l'idée de l'automatisation. La ligne 14, c'est Météor. Une double révolution, car c'est le choix du métro sans conducteur et celui des stations équipées de portes palières, dont l'ouverture est synchronisée avec celle des rames. Le métro de l'an 2000, lui, s'appelle Météor. Métro Est-Ouest rapide. Il renouvelle totalement la conception du transport urbain dans des stations de 120 mètres de long, à l'architecture claire et accueillante. Construire cette ligne qui traverse Paris d'est en ouest, du 9e au 13e arrondissement, est un nouveau défi, car elle doit passer sous le ventre de Paris, ses parkings, ses réseaux souterrains, ses immeubles, et même sous la Seine. Pour cela, elle va utiliser la technologie révolutionnaire pour l'époque du tunnelier. Un chantier gigantesque qui va durer 5 ans et nécessiter l'utilisation d'une quantité d'acier double de celle de la Tour Eiffel. La ligne 14 est la 7e ligne à traverser la Seine. Elle franchit le fleuve entre les stations Cours Saint-Émilion et Bibliothèque François Mitterrand. 90 ans après l'exploit du premier passage sous la Seine, ce sont à nouveau des caissons qui vont être utilisés pour cette traversée, mais cette fois, personne ne risque sa vie. Fini le travail des hommes sous d'énormes structures métalliques. On utilise des pelleteuses aux bras gigantesques pour réaliser une énorme tranchée de 14 mètres de large dans le lit du fleuve. Les 4 caissons de 34 mètres de long, 6 mètres de haut et 9 mètres de large sont en béton préfabriqué. Ils sont construits directement sur place. Immergés lentement et sous haute surveillance, ils sont ensuite conduits vers leur lieu d'échouage. Positionnés à l'aplomb de la tranchée, les caissons disparaissent dans la Seine jusqu'à leur emplacement définitif. Ils sont ensuite recouverts de terre.
Reliés entre eux, ils forment un nouveau passage sous la Seine. Près de 20 ans après l'inauguration de la ligne 14, de nouveaux travaux d'extension y sont lancés. Le prolongement de la ligne 14 a été conçu par rapport à un objectif principal qui est la désaturation de la ligne 13. Il est d'ailleurs en correspondance avec chacune des deux branches de la ligne 13, puisque la ligne 13 forme un Y au nord, respectivement à Porte de Clichy et Mairie de Saint-Ouen, de façon à ce que les deux branches de la ligne 13 puissent profiter de cet effet de désaturation. On estime que la fréquentation de la ligne 13 va baisser de l'ordre de 20 à 30% à la mise en service du prolongement de la ligne 14. Mais pour parvenir à cet objectif, les constructeurs vont devoir surmonter de nombreux obstacles, à commencer par éviter l'ensemble des lignes de métro existantes. Il va falloir creuser très profondément grâce au tunnelier qui va descendre jusqu'à 30 mètres sous la surface du sol. À ces profondeurs, de nouveaux défis attendent les ingénieurs. Les terres à creuser sont plutôt meubles et ne représentent donc pas de difficultés particulières. Mais le tracé se trouve sous le niveau de la nappe phréatique. Les constructeurs vont devoir conjuguer technologie et ingéniosité. Concrètement, le tunnel est sous le niveau de la nappe. Si on n'avait pas les murs en béton autour de nous, il y aurait ici une grande piscine qui viendrait au-dessus du niveau de la tête. C'est-à-dire que le gros enjeu, c'est d'assurer en permanence pendant la réalisation des travaux l'étanchéité, empêcher l'eau de venir perturber le fonctionnement du chantier et assurer également une pression suffisante pour maintenir en place tous ces terrains de façon à éviter tout risque de tassement en surface. De plus, creuser avec un tunnelier offre de nombreux avantages pour l'exploitation future de la ligne. On a aussi des tracés beaucoup plus rectilignes, on n'est pas gêné par les bâtiments, les fondations, ce qui donne une vitesse commerciale plus importante et un voyage beaucoup plus rapide pour les riverains. En sens inverse, les stations sont un petit peu plus profondes et donc on a un petit peu plus de temps d'accès au quai que ce qu'on pouvait faire au début du XXe siècle. Ces travaux sont réalisés sans interrompre le trafic. Un véritable exploit. Dans ce tunnel, d'ici quelques années, on aura un train qui circulera toutes les 85 secondes à l'heure de pointe le matin avec des systèmes entièrement automatiques. Donc aujourd'hui, on a posé les anneaux en béton du tunnel. Demain, il va falloir remplir le fond de ce tunnel de béton, venir dessus, poser la voie sur laquelle va rouler le train et enfin déployer l'ensemble des systèmes qui garantissent la sécurité du voyageur, le fonctionnement automatique des trains, la capacité à échanger entre le PCC et le train au fur et à mesure de l'avancée du train pour pouvoir dialoguer avec les voyageurs, bref, l'ensemble de l'intelligence du système automatique. Le prolongement de la ligne 14 ouvrira en 2019. Au-delà, elle connaîtra d'autres rajouts. Une gare supplémentaire au nord, à Saint-Denis-Pleyel, et un prolongement d'une quinzaine de kilomètres au sud pour rejoindre l'aéroport d'Orly. Ces deux nouvelles stations seront en correspondance avec l'ensemble du réseau du Grand Paris Express. C'est la grande idée du réseau du Grand Paris, multiplier les correspondances avec le réseau existant. Ce sera le cas pour 75% des nouvelles stations. Une performance quand on considère l'importance du chantier qui commence. Le Grand Paris Express, c'est un nouveau réseau de transport de 200 km, autant que l'actuel métro parisien. Ce sont 4 nouvelles lignes entièrement automatisées, roulant jusqu'à 120 km/h et 68 nouvelles gares. Un réseau circulaire qui unit les grands territoires de l'Île-de-France et a pour but de désengorger le réseau existant. Il était temps. La mégastructure commençait à se gripper. Il a fallu lui trouver une autre manière de fonctionner. Avec le réseau Grand Paris, on pourra passer de banlieue à banlieue sans passer par le centre de Paris. Ça va permettre de décharger les transports du quotidien et notamment la ligne A, la ligne B. Donc très concrètement, aujourd'hui, quelqu'un qui part de la Défense et qui veut aller à Roissy, aujourd'hui il met 1 heure, demain il mettra 35 minutes et donc il va gagner concrètement 25 minutes. Un réseau circulaire donc pour contourner Paris et gagner du temps. Pour la ligne 15 Sud, qui va permettre de relier l'ouest et l'est parisien sans passer par la capitale, 13 architectes ont dessiné les 16 nouvelles gares. On ne cherche plus à les cacher, elles sont pensées comme de vrais lieux de vie et marquent de leur empreinte le cœur de la ville. Le métro du Grand Paris, c'est bien sûr que c'est un projet de transport
qui sera innovant, mais c'est surtout le support, le socle d'un projet urbain et de création de services et de création de quartiers. Voilà, donc toute la réflexion est naturellement menée en ce sens, et pas à l'échelle d'une gare, mais vraiment à l'échelle du réseau tout entier. Les premiers travaux ont commencé et la ligne 15 qui ceinturera tout Paris sera totalement terminée en 2027. Mais ce n'est pas tout, car de nombreux projets d'extension des lignes existantes sont déjà prévus. Il faut répondre à la croissance de l'agglomération parisienne, mais aussi de sa fréquentation, qui augmente de 3% chaque année pour atteindre bientôt le 1,5 milliard de voyageurs transportés. Le métro, pour moi, c'est l'éternelle modernité. C'est-à-dire qu'il faut se réinventer en permanence. La ville, elle évolue. Le métro, il doit évoluer, il doit suivre la ville. C'est le réseau sanguin, entre guillemets, de la ville. À la fois, on a un métro patrimonial qu'on entretient, qui est un métro historique, pour lequel il y a une relation affective avec ce métro. Et puis, il y a aussi cet enjeu technologique permanent de remise en cause. Et cet enjeu vers l'automatisme, vers le métro sans conducteur. Les deux doivent vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on doit faire vivre à la fois du métro historique et un métro moderne. Bientôt, cette formidable structure, pensée par ses créateurs comme un système replié sur lui-même, sera reliée à la grande ligne du Paris Express, mais aussi aux lignes de RER, formant ainsi un ensemble de plus de 1000 km. Le métro de Paris, un géant, une méga-structure née il y a plus d'un siècle et qui s'appuie sur son histoire pour écrire son avenir.